Bonjour, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour assister à la conférence du CERAM de M. Azé Amoulgam. Azé est notre collègue, c'est un membre chercheur du CERAM, il est doctorat à la faculté de droit. Il fait sa thèse de doctorat sur les droits de la défense devant la Cour, devant la justice pénale internationale. Azé est aussi chercheur à la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux. Il est aussi membre de la clinique de droit international. Il est aussi membre de l'Association internationale de droit pénal, membre assistant de recherche aussi. Aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qui est très très actuel et qui porte sur l'obligation de coopération et immunité des chefs d'État en exercice devant la CPI. Il s'agira d'échanger aujourd'hui sur le cas de l'affaire Omar El-Bachir. Donc sans tarder, je vais laisser la parole à Azé. Merci d'avoir accepté de participer aux activités du CERAM. Merci. Bien. Merci Jainaba. Bonjour. Et comme vous pouvez le lire, notre présentation, ma présentation va porter sur l'obligation de coopération et immunité des chefs d'État en exercice devant la Cour pénale internationale. Et sur le cas spécifique de l'affaire Omar El-Bachir, parce que c'est l'affaire qui est actuelle, qui est d'actualité et qui cause beaucoup de controverses, notamment devant la Cour, avec les relations avec les États membres. Donc en gros, ma présentation va porter sur 4 points. Je vais d'abord fixer le contexte général de l'affaire Al-Bachir. Ensuite, m'appesantir sur l'amicus curiae, qui est une ordonnance spécifique rendue récemment par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Aborder les positions des acteurs invités, parce que l'amicus curiae, c'est une procédure qui permet à la Cour pénale internationale de faire appel à des acteurs tiers pour qu'ils donnent leur avis sur une affaire précise. Donc, m'appesantir sur les positions probables des acteurs invités. Et enfin, terminer par les conséquences de cette procédure sur la CPI et sur la justice pénale internationale en général. Avant de commencer mon développement, je vais vous passer une courte vidéo. C'est un extrait de l'interview de Clément Capochichi, qui est le coordonnateur régional de la coalition pour la Cour pénale internationale, qui est une association de défense des droits de l'homme et qui donne son avis un peu sur la question des immunités. Nous allons regarder rapidement cette courte vidéo avant que je ne poursuive. Vous savez que si la perception négative prend une certaine ampleur au niveau de l'Afrique aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'article 27 du statut de Rome, que les États eux-mêmes ont adopté, parle du défaut, de la pertinence de la qualité officielle. Mais nos chefs d'État aujourd'hui donnent l'impression, au fond, circuler cette information, cette intoxication de l'opinion publique en faisant croire que la Cour est devenue une Cour des Blancs contre les Noirs. Alors, à partir de ce moment, il y a un travail fondamental que nous devons faire en tant qu'organisation de la société civile, c'est de renverser le cours des choses en expliquant ce que c'est que la Cour pénale internationale. C'est un engagement qu'on a pris en tant qu'État. Et donc, nous avons le devoir de rappeler à nos États qu'ils ont pris l'engagement de dire que notre position officielle n'est pas une garantie pour ne pas être jugé demain. L'immunité égale impunité. C'est clair et net, il faut qu'on le dise. L'immunité égale impunité. Et pour cette raison, nous pensons que nous devons travailler de façon pédagogique à expliquer que nous ne devons pas faire de l'immunité au niveau international par rapport à la justice internationale. Quelque chose d'important. Voilà pour la vidéo. Donc la question sera sûrement aussi de savoir si l'immunité est réellement égale à l'impunité. Donc l'affaire sur laquelle porte cette présentation, c'est la situation au Darfour, qui a été déférée à la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité. Donc le Darfour, c'est une partie du Soudan qui est frontalier avec le Tchad, qui partage une grande frontière avec le Tchad. Et depuis les années 2000, il règne un conflit armé non international qui oppose plusieurs factions, impliquant également les forces gouvernementales soudanaises. Donc on a parlé de plusieurs centaines de morts
dans cette partie de l'Afrique, et aussi de la commission de plusieurs crimes rentrant dans la compétence de la Cour pénale internationale. Donc des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide. Et Omar al-Béchir, étant président de la République et commandant en chef de l'armée, de la force de défense soudanaise, a également été visé par des mandats d'arrêt. Donc la situation a été renvoyée à la CPI par le Conseil de sécurité, notamment par la résolution 1593 du Conseil de sécurité. Ensuite, il y a eu 2 mandats d'arrêt à l'encontre d'Omar el-Béchir pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et pour génocide. Et depuis, il est recherché. Et on considère d'ailleurs qu'il est le criminel de guerre le plus mobile parce que malgré qu'il est recherché par les mandats d'arrêt, il voyage. Ça fait plus de 50 pays dans lesquels il part. Il continue à voyager. Et donc, voilà. Et le dernier épisode, notamment, c'est qu'il s'est rendu en Jordanie, le 29 mars 2017, pour assister au sommet de la Ligue des États arabes. Et la Jordanie est partie au statut de Rome, donc membre de la Cour pénale internationale. Et plusieurs fois, la Cour a dit, si ces criminels là-bas chez toi, arrête-le-moi et envoie-le-moi. Donc, avant même que Bachir se rende en Jordanie, il y avait déjà des échanges entre la Jordanie et la Cour pénale internationale. Mais finalement, il s'y est quand même rendu. Il n'a pas été arrêté, il est rentré chez lui tranquillement. Et donc, la Cour a rendu une décision à l'encontre de la Jordanie pour dire que vous n'avez pas respecté votre obligation de coopération avec la CPI, étant vous-même État membre, et en n'arrêtant pas et en ne remettant pas Omar al-Béchir. La Jordanie, donc le royaume hachémite de Jordanie proteste en interjetant appel, donc en 2018. Et l'affaire se trouve actuellement devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Maintenant, la chambre d'appel, lorsqu'elle reçoit l'affaire, elle entame cette procédure. Elle a rendu une ordonnance qu'on appelle ordonnance amicus curiae. Amicus curiae, ça veut dire ami de la Cour. Donc, la chambre d'appel a lancé un appel invitant les organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue arabe et autres, pour donner leur avis, pour donner les observations sur les questions soulevées, les questions de droit soulevées par le Royaume de Jordanie en appel. Donc, il y a aussi une ouverture invitant les États partis et les professeurs de droit international qui sont intéressés à donner leur avis sur la question avant qu'elle ne rende sa décision. Alors, les questions de droit soulevées sont de 3 ordres. Il y a d'abord la relation entre le statut de Rome et le droit international coutumier et conventionnel sur les immunités. Donc, il faut dire déjà que le statut de Rome établit un principe, à savoir celui de la non-pertinence de la qualité officielle devant sa juridiction. Ça veut dire que vous soyez président de la République, ministre des Affaires étrangères ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas bénéficier d'immunité devant elle. Donc, ça, c'est le principe que la Cour adopte. Mais par contre, le droit international coutumier et conventionnel reconnaît aux officiels en exercice une immunité devant les juridictions étrangères. Donc, il y a l'immunité qui n'est pas reconnue devant la Cour pénale internationale versus une immunité qui est reconnue par le droit international coutumier et conventionnel. Le deuxième point de droit est celui des implications de la résolution du Conseil de sécurité. Est-ce que le fait que le Conseil de sécurité ait saisi la Cour pénale internationale, donc lui a renvoyé la situation du Darfour, lève implicitement l'immunité de Omar al-Béchir? C'est la question qui est posée et donc qui fait débat. Le troisième point, c'est le recours à l'AEP et au Conseil de sécurité. L'AEP, c'est l'Assemblée des États partis à la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité. Donc, lorsque la Chambre préliminaire a rendu sa décision condamnant le Royaume de Jordanie, disant que le Royaume de Jordanie n'a pas respecté son obligation de coopérer, en n'arrêtant pas et en ne transmettant pas le président en exercice du Soudan à la CPI, et elle a donc renvoyé, il y a une procédure interne qui lui permet de renvoyer la situation à l'Assemblée des États partis et au Conseil de sécurité pour la suite à avoir. Maintenant, la Chambre d'appel, lorsqu'elle reçoit cette affaire, parce que la Jordanie conteste cette décision, la Jordanie se défend en disant que envers moi, il y a une obligation qui pèse envers moi en droit international coutumier et conventionnel qui m'empêche d'arrêter un président de la République d'un État tiers.
Si je le fais, je le ferai en violation de mes obligations internationales. Donc, la Chambre d'appel, parce qu'il y a eu plusieurs décisions qui ont été rendues par la Chambre préliminaire sur cette question, a donc lancé cet amicus curiae, invitant les organisations internationales et les États à donner leur avis. Pourquoi cet amicus curiae? D'abord parce que les implications vont au-delà de l'affaire. Parce que l'affaire, c'est bien vrai, oppose la Chambre, la Cour pénale internationale à la Jordanie qui est son État membre, mais une décision implique également un impact sur le droit international coutumier et conventionnel, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc, les États non partis, pour la première fois, la Cour pénale internationale reconnaît que cette question ne concerne pas seulement, ne se limite pas seulement au champ de la Cour, mais également aux États tiers. Cet amicus curiae se justifie aussi par le fait qu'il y ait un refus de coopération de la part des États membres de la CPI dans cette affaire, Bachir. Parce que Bachir, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le criminel de guerre le plus mobile. Et il s'est rendu dans plusieurs États, et même dans les États membres de la Cour pénale internationale. À chaque fois, la Cour dit « arrêtez-le » et personne ne le fait. Donc ça fait 8 décisions que la Cour a rendues à l'encontre de 8 États pour dire « vous n'avez pas coopéré ». Mais malgré ça, Bachir continue à se balader tranquillement, sans être arrêté. Et il y a également le silence du Conseil de sécurité. Plusieurs fois, la CPI a fait appel au Conseil de sécurité pour lui dire que comme c'est le Conseil de sécurité qui a transféré, qui a renvoyé l'affaire du Darfour à la CPI, donc la Cour demande au Conseil de sécurité de participer à sa mise en œuvre. Donc, éventuellement, d'agir pour l'arrestation d'Omar el-Béchir, donc le président en exercice du Soudan, mais le Conseil de sécurité, silence. Bouche bée, pas de réponse, pas d'action. Et enfin, cet amicus curiae se justifie également par les décisions contradictoires rendues par la Chambre préliminaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chambre préliminaire a déjà rendu 8 décisions dans cette affaire. 8 décisions, et à chaque fois, elle se contredit. À 3 reprises, la Chambre préliminaire s'est contredite. D'abord, en 2011, elle a rendu une décision contre l'État du Malawi, lui disant que, parce que Omar el-Béchir s'était également rendu au Malawi, État parti à la CPI. Donc la CPI, la Chambre préliminaire a rendu une décision à l'encontre de Malawi, disant que le Malawi n'a pas respecté son obligation de coopérer avec la Cour en n'arrêtant pas et en ne transférant pas Omar el-Béchir. Donc dans les 3 décisions, donc Malawi, RDC et ensuite Afrique du Sud, plus récemment, la Cour condamne toujours ces États partis qui n'arrêtent pas Omar el-Béchir, président en exercice, pendant qu'il se rend. Et à chaque fois, ces États disent quoi? C'est un chef d'État en exercice, il bénéficie d'une immunité en droit international, pénal et coutumier. Nous ne pouvons pas l'arrêter parce que si nous le faisons, nous allons violer notre obligation en droit international coutumier et conventionnel. Et donc, pour toutes ces raisons, la CPI décide donc de lancer la procédure d'amicus curiae, invitant donc les organisations internationales que nous avons vues tout à l'heure, les États et les professeurs d'université à agir. Donc, voici les questions éventuelles, voici les positions éventuelles que ces États pourraient avoir sur cette question des immunités. Parce que sur la première question, sur l'obligation de coopération et les immunités, parce que les États, lorsqu'on est État parti à la Cour pénale internationale, on a l'obligation de coopérer avec la Cour. Ça veut dire que si un criminel se rend, on doit l'arrêter. Mais d'autre part, il y a les immunités en droit international coutumier qui protègent un certain type de personnes, notamment les chefs d'État en exercice, à savoir Omar el-Béchir. Et sur cette question-là, à mon avis, les États ont pratiquement la même position. Les États, en vertu de la coutume internationale et aussi en vertu des conventions, octroient l'immunité à leurs homologues. Et c'est une pratique constante. L'objectif, c'est de protéger les intérêts de l'État. Ce n'est pas de protéger l'individu, mais les relations internationales sont basées sur cette immunité qui est accordée au chef d'État. Donc, même si la Cour appelle, à mon avis, les organisations internationales et les États à donner leur avis, ça ne va pas trop changer jusqu'à aujourd'hui.
c'est dire qu'on reconnaît une immunité à Omar al-Béchir parce qu'il est président en exercice. Maintenant, sur la non-pertinence de la qualité officielle, ça c'est devant maintenant la Cour pénale internationale. À mon avis, je pense que les États vont aussi parler de l'effet inter partes parce que la non-pertinence de la qualité officielle, dans le principe en droit international, ne pourrait en principe s'appliquer que aux États qui sont partis au statut de Rome. Donc, puisque le Soudan n'est pas parti au statut de Rome, donc le Soudan n'a pas renoncé aux immunités de son chef d'État qui est en exercice. Il n'y a que les États membres. Si on prend par exemple le Congo et le Tchad, qui sont tous deux États membres, si jamais Déby commet des crimes contre l'humanité, enfin, ou bien un président en exercice commet un crime contre l'humanité, et si c'est dans un autre État membre, on pourrait l'arrêter parce qu'on dira effet inter partes. Nous sommes tous partis à la CPI, donc le statut s'applique. Mais comme Bachir n'est pas membre, n'est pas parti, enfin le Soudan n'est pas parti au statut de Rome, donc l'effet n'est pas le même. L'effet ne pourrait concerner que les États partis, et de même la coopération ne pourrait concerner que les États partis. Donc à mon avis, si la Cour prend en considération ici les opinions des États et même des professeurs d'université, même si parce qu'il y a plusieurs travaux de professeurs d'université sur cette question des immunités. Il y a même récemment le American Journal of International Law, donc un numéro récent sur un essai qui est paru le 4 avril, ici sur les questions des immunités toujours. Donc plusieurs professeurs internationaux des 5 continents ont donné leur avis sur cette question d'immunité. Et jusqu'à là, on n'a pas constaté une évolution de la coutume sur cette question. On reconnaît de façon claire l'immunité au chef d'État en exercice. Donc sur ce point-là, si la Cour prend en considération l'opinion des chefs d'État, il n'y aura pas d'évolution. Maintenant, sur les implications de la résolution 1593, parce que l'autre raisonnement de la Cour consiste à dire que le fait que le Conseil de sécurité ait renvoyé par résolution l'affaire à la Cour pénale internationale, ça enlève automatiquement l'immunité au président en exercice Omar al-Béchir, parce que lui-même, il est membre de l'ONU, donc voilà que le Conseil de sécurité aurait ce pouvoir-là. Et donc, il ne serait plus nécessaire de lever son immunité et que tout État parti au statut de Rome peut donc l'arrêter. C'est ça la conclusion de la Cour. Mais là aussi, sur ce point, je pense que les organisations internationales, les États, seront un peu réticents, à mon avis, parce qu'il y a le principe Pacta sunt servanda qui régit un peu les engagements au plan international des États. Ça veut dire, le consentement volontaire pour adhérer à une convention, pour se soumettre à une convention. Et donc, le Soudan, toujours, qui n'est pas parti à cette convention, même si la saisine est faite à travers la résolution du Conseil de sécurité, cela ne pourrait pas dire automatiquement une levée des immunités du président en exercice Omar al-Béchir. Maintenant, sur la doctrine, donc, ce sont les professeurs d'université qui seraient probablement intéressés à intervenir sur cette question-là. Il y a plusieurs tendances, donc la doctrine est divisée sur la question. Certains pensent que le renvoi par le Conseil de sécurité n'est juste qu'un acte de saisine et donc ne lève pas automatiquement l'immunité du président en exercice. D'autres pensent que la saisine du Conseil de sécurité lève automatiquement l'immunité du président en exercice et donc qu'on pourrait l'arrêter. Donc la doctrine, elle, est divisée sur la question de l'implication de la résolution du Conseil de sécurité. Au cœur du débat se trouve le paragraphe 2 de la résolution. Dans ce paragraphe 2, le Conseil de sécurité appelle le Soudan et d'autres États à coopérer activement et à donner l'assistance qu'il faut à la Cour et au procureur. Donc, et chacun interprète cette disposition à sa façon. Les interprétations sont diverses. D'autres pensent que ça lève automatiquement l'immunité. D'autres pensent que non, ça ne lève pas. Au contraire, ça appelle plutôt le Soudan à coopérer, donc à lever éventuellement l'immunité des criminels qui seraient impliqués. Moi, je pense que cette résolution ne lève pas l'immunité de Omar al-Béchir, je pense, et qu'elle appelle plutôt le Soudan à lever l'immunité, à coopérer activement avec la Cour, donc éventuellement à lever l'immunité du président en exercice, ce qui n'est pas fait actuellement. Donc ça veut dire que le président bénéficie toujours de son immunité en droit international
en droit international coutumier et conventionnel. Conséquence de cette affaire pour la CPI et pour la justice pénale internationale. La question ici, c'est de savoir si la Chambre d'appel pourrait adopter une posture différente à celle de la Chambre préliminaire. Parce que plusieurs décisions ont été rendues par la Chambre préliminaire qui appellent, ou bien qui plutôt concluent que les États membres qui n'ont pas arrêté al-Bashir ont violé leurs obligations de coopération. Or, et c'est une position constante, depuis 8 décisions, c'est la même chose. Cette fois-ci, la Chambre d'appel fait recours aux acteurs externes pour avoir leur avis, pour prendre une décision, à cause des différentes contradictions et tout. Est-ce qu'elle va changer de position et enfin reconnaître l'immunité au président en exercice? C'est la question qu'on se pose. Moi, je pense que la CPI irait mieux en admettant que al-Bashir bénéficie d'une immunité et que si un État membre l'arrête sans que le Soudan n'ait levé cette immunité, il aura violé son obligation internationale en droit coutumier. Et d'ailleurs, l'article 98.1, qui est assez clair sur cette question, dit précisément que la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée d'immunité. Je pense que la CPI jusqu'à-là a fait défaut d'appliquer cette disposition de son statut dans l'affaire Omar al-Béchir. Et que peut-être la Chambre d'appel pourrait le faire, qui sait. Mais je pense que si la Chambre d'appel le fait, ça ne sera pas si différent, ça ne sera pas si hors les principes qui sont à l'intérieur du statut de Rome. Je pense que ça serait plutôt conforme. Alors, pour conclure, est-ce que l'immunité est égale à l'impunité? La réponse est que l'immunité n'exonère pas de la responsabilité. Donc, si quelqu'un qui bénéficie des immunités commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des actes de torture, l'immunité ne le blanchit pas. Il reste toujours responsable de ses actes. Mais l'immunité est une forme de coquille qui le protège momentanément, à cause surtout de sa position officielle en tant que, par exemple, de président de la République. Donc, c'est une protection momentanée qui peut un jour être ôtée et donc laisser des possibilités de poursuite. Et l'immunité protège les intérêts de l'État et non de l'individu. Donc, l'objectif, c'est de garantir des relations internationales harmonieuses, respecter des principes tels que l'égalité entre les États pour ne pas exercer des actes de contrainte sur un autre chef d'État en exercice. Et malgré qu'il y ait l'immunité, il y a aussi des possibilités de poursuite. Donc Omar al-Béchir pourrait toujours être poursuivi si jamais on arrive à démontrer qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, il pourrait toujours être poursuivi. Les possibilités de poursuite sont réelles. Donc si le Soudan, par exemple, arrive à lever ses immunités, ou bien sur le plan national, les poursuites sont possibles, ou bien quand il aura terminé son mandat, sa fonction, les poursuites demeurent toujours possibles. Ce sont des hypothèses un peu difficiles, mais pour dire que les possibilités de poursuite demeurent réelles et que l'immunité n'est pas égale à l'impunité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Aziz. C'est super intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'adore toutes ces questions-là. Puis, je me pose beaucoup de questions. Je vous laisse, si vous avez, on a quand même 40 minutes pour échanger, discuter de ces questions-là. Merci d'abord. Excellent. Un peu loin du juridique. Je commencerai peut-être par une question un peu technique sur le juridique technique. Comme ça, on pourra après trouver d'autres questions. Moi, je pense que la clé de voûte de tout ton raisonnement, c'est la dernière disposition que tu as citée. Je pense l'article 98 du statut. Oui. Je vais y revenir après. Ok. Mais pour parler de la question d'immunité, je pense qu'il y a une opposition entre immunité, donc mon droit coutumier, et le statut en quelque sorte de l'immunité elle-même, la situation de l'immunité dans le statut.
toi que on peut appliquer le principe lex specialis. Dérogate lex generalis. Exactement. Donc, c'est une disposition, une convention un peu spéciale, qui est conventionnelle, donc c'est un texte écrit auquel les États ont consenti, qui, à mon avis, déroge clairement à une disposition coutumière. Donc, les États étaient en connaissance de cause, et je pense que c'est quelque chose de spécial, donc dans ce domaine particulier, des crimes, etc., l'agression, la guerre, la criminalité, etc., les chefs d'État, au sens de la statut de rang, ne bénéficient pas qu'ils soient d'ailleurs chefs d'État, comme l'a dit le ministre général de l'armée, ou peu importe. Ouais, les officiels en exercice. Ils n'ont pas ce statut d'immunité. Et à mon avis, c'est le raisonnement qu'on doit poursuivre. Après, l'article 98, avant même, pour le Conseil de sécurité, pourquoi on a prévu cette possibilité d'intervention du Conseil de sécurité? C'est justement pour pallier à toute insuffisance donc, de la part des États qui soient surtout partis de donner donc, suite à des poursuites. Et à mon avis, le Conseil de sécurité, quand il intervient en sa qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies. Si un État est membre, ce qui est le cas du Soudan, je pense qu'il reste soumis un peu aux résolutions du Conseil de sécurité. Après, tu as soulevé la question c'est-à-dire la portée de la résolution. Moi, je pense que la résolution, sa portée, elle est obligatoire. Et le fait que le Conseil exige la coopération et l'assistance, je pense qu'on peut inclure le fait d'arrêter quelqu'un. C'est pas l'État qui va juger, hein, c'est la CPI. Donc l'État, sa mission en quelque sorte, consiste à l'arrêter et à le livrer en vertu de la résolution du Conseil de sécurité qui parle au nom d'une organisation à laquelle l'État est parti. Après, pour l'article 98, je pense que, si j'ai bien compris, elle ne mentionne pas clairement le Conseil de sécurité, le cadre de résolution du Conseil de sécurité. Je pense que les résolutions du Conseil de sécurité peuvent constituer une exception au fait que la Cour ne peut pas obliger un État à agir contrairement au droit international, parce que la résolution du Conseil de sécurité, c'est justement l'expression du droit international. Tu vois ce que je veux dire, non? L'État, quand il obéit à une résolution du Conseil de sécurité, il n'est pas obligé d'agir de manière incompatible. Au contraire, il est obligé d'agir de manière compatible. Parce que c'est le Conseil de sécurité. Et il est membre de l'ONU. Ok. Ok. Ton raisonnement est juste d'ailleurs, et puis enfin, les avis sont divergents là-dessus. Maintenant, l'ex spécialiste dérogate l'ex généraliste. Je suis d'accord, c'est un principe de droit qui s'applique. Mais cela ne s'appliquerait que aux États qui, volontairement, décident de déroger à la loi du général, ce qui n'est pas le cas du Soudan. Tu vois un peu? Donc, ceux qui sont membres, États membres au statut de Rome, c'est clair, ils ont adopté une loi spéciale qui déroge à la loi générale, donc qui renonce par là même à l'immunité du haut fonctionnaire. Mais ceux qui ne sont pas partis gardent toujours leur position. Ça veut dire que l'immunité, elle est toujours valable. C'est pour ça qu'intervient le Conseil de sécurité. Donc, c'est ça. Mais le Conseil de sécurité, dans sa résolution, j'arrive d'ailleurs, le Conseil de sécurité, dans sa résolution, ne dit pas explicitement, parce que d'abord, sa résolution ne vise pas Omar al-Béchir, sa résolution renvoie à la situation au Darfour. Donc, en ce moment-là, il n'y a pas une personne qui est jugée, mais c'est la Cour qui s'intéresse maintenant à la situation et qui détermine qui a fait quoi et qui a fait quoi. La résolution appelle le Soudan à apporter assistance et à coopérer activement avec la Cour. Et elle est obligatoire d'ailleurs pour le Soudan qui est membre de l'ONU. Donc elle est obligatoire. Ça veut dire que pour moi, l'assistance et la coopération dont il est question pourraient impliquer la levée des immunités. Ça veut dire que le Soudan devrait lever l'immunité de son haut fonctionnaire en accord avec son obligation de coopérer et d'assistance. Ce qui actuellement n'est pas fait. D'accord? L'immunité de Bachir n'a pas été levée malgré cette résolution qui est obligatoire envers le Soudan d'ailleurs. Donc il n'y a pas application par le Soudan de cette résolution-là, ce qui fait que cette immunité demeure. C'est pour ça que les États disent il n'y a pas levé d'immunité, on ne peut pas l'arrêter. Il n'y a pas levé d'immunité. Et il n'y a que les autorités soudanaises qui peuvent lever cette immunité en l'espèce. Donc c'est une position et il y a d'autres positions. Certains pensent que la résolution lève automatiquement l'immunité. Mais moi, j'adopte plutôt cette posture-là, en disant qu'il faut que le Soudan agisse
Et si elle ne le fait pas, les États ont raison de ne pas l'arrêter. Dans ce cas, on fait quoi donc? Si en tout cas, celui qui prie, donc. D'abord, je voudrais te remercier pour la présentation. Je m'appelle Jeff Daniel. Merci, Je suis Jeff. pas du domaine du droit, je suis plutôt doctorant en sang et environnement, mais citoyen, je suis bien passionné des questions de politique internationale. J'aimerais premièrement, encore félicitations pour la présentation, mais j'aimerais revenir peut-être sur la résolution. Tu l'as présentée, je n'ai pas eu le temps de la lire. Ah, la disposition, le paragraphe 2. Le Conseil de sécurité décide que le gouvernement soudanais et toutes les autres parties du conflit du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le procureur et leur apporter toute l'assistance nécessaire conformément à la présente résolution, tout en reconnaissant que le statut de Rome n'impose aucune obligation aux États qui n'y sont pas partis, demande, mais surtout la fin, demande instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement. Je pense que moi, encore une fois, lorsque je regarde ça, je veux dire, cette résolution-là, elle est quand même sortie du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est quand même, je pense, l'organe au-dessus un peu, qui prend les décisions un peu au niveau des Nations Unies. Mais moi, comment j'interprète ça, surtout au niveau de l'ALPHA, je pense plutôt que le Conseil de sécurité demande aux États, demandera aux États qui sont membres de coopérer et donc peut-être d'arrêter Omar el-Béchir. Parce que c'est clair que lorsque tu dis par exemple qu'il faudrait que le Soudan, c'est au Soudan de lever les immunités, il faut être réaliste. Omar el-Béchir dirige le Soudan, ce n'est pas le Soudan qui. C'est pas Omar el-Béchir qui prendrait la décision lui-même de s'auto-arrêter ou son régime, à moins qu'il y ait un changement de régime, comme on le voit actuellement en Afrique du Sud, où Jacob Zuma s'accrochait, était président, donc il bénéficiait de l'immunité, il n'est plus au pouvoir, mais là il est devant les tribunaux. Donc, je ne sais pas si je me fais un peu... Ouais, je te suis. C'est ça, il faudrait aussi qu'on se retrouve dans la logique où on a des juristes du régime, des avocats du régime, versus des avocats de la Cour des institutions internationales au nom de la souveraineté des États. Parce que je pense que le principe de base, certains s'appuient sur la souveraineté des États. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça. Oui, c'est vrai que le Conseil de sécurité appelle les États et les organisations à coopérer dans l'exécution de cette résolution-là. Mais elle ne peut pas se faire en dehors du droit. Elle se fait toujours dans le droit. D'accord. Si le Conseil de sécurité, par exemple, parce que plusieurs fois la Cour d'appel a appelé le Conseil de sécurité à préciser sa pensée sur la résolution, ou bien même à agir pour l'arrestation de Bachir, mais le Conseil de sécurité n'a rien fait. Et les États, d'accord, ils veulent coopérer, parce que c'est une obligation, parce que c'est une résolution du Conseil de sécurité, mais ça ne peut pas se faire en dehors du droit. Ça ne peut pas se faire en dehors du droit. Donc, si clairement le Conseil de sécurité décide de lever l'immunité de Omar el-Béchir, parce qu'il a le pouvoir, de le faire, en créant par exemple les tribunaux ad hoc, il a précisé dans ces juridictions qu'il lève l'immunité des hauts fonctionnaires, que les immunités ne s'appliquent pas devant ces juridictions ad hoc-là. C'était clair par ces résolutions qui créent ces juridictions ad hoc. Mais ici, ce n'est pas clair et c'est sujet à interprétation. Et il y a plusieurs interprétations. Et les États, je pense, font preuve de prudence, peut-être. Ils font preuve de prudence dans leurs relations mutuelles entre eux. Et il y a aussi la coutume, ça veut dire que c'est une pratique qui est vieille. Et ils préfèrent garder cette position-là. Et même ceux qui sont États partis au statut de Rome, qui peut-être auraient pu faire une avancée, ne le font pas, ne l'ont pas arrêté. Et d'ailleurs, je veux dire que dans plusieurs de ces pays membres, il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud, il y a aussi le Nigeria, qui ont rendu des décisions visant notamment à arrêter Bachir. Ce sont les juges qui ont rendu. Mais au niveau politique, ils ne sont pas d'accord. Au niveau de la justice, ils disent, ils ont même prévenu Omar el-Béchir, ne reviens plus dans ces pays parce que si tu reviens, on va t'arrêter, parce que c'est sûr qu'il ne va plus repartir. Mais au niveau politique, les hommes politiques, ils ne sont pas très enclins. Et puis, il n'y a que quelques décisions. Ça ne peut pas changer la coutume en elle-même.
ces 3 pays qui prennent une position pour dire si tu viens, on va t'arrêter. Ça ne peut pas être généralisé pour dire que c'est une avancée de la coutume sur cette question-là. Ouais. Moi, j'aimerais juste expliquer, en fait, en lisant le paragraphe 2, en fait, la lecture que j'ai en tant que juriste, c'est un devoir de l'État soudanais de coopérer. C'est un devoir de coopération. Il n'y a pas une obligation de coopération. C'est-à-dire que le Soudan ne fait pas partie, n'a pas adhéré, n'a pas ratifié le statut de Rome. Donc, et du moment que c'est comme les États-Unis, c'est comme la Chine, c'est comme plusieurs États qui n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc, du moment que ces États n'ont pas ratifié le statut de Rome, là, la Cour pénale n'est pas compétente en cas de litige. Pour que la Cour pénale puisse être compétente, il faut que l'État soit un État parti. Ça, c'est le principe. Et là, ça a été reconnu par le Conseil de sécurité en disant, tout en reconnaissant que le statut de Rome n'impose aucune obligation aux États qui ne sont pas partis, donc ils n'ont pas d'obligation. Si on se base juste sur le statut de Rome. Alors, est-ce qu'on devrait aller chercher Omar el-Bashir pendant qu'il est dans l'exercice en utilisant la lex spécialiste, parce que le droit coutumier confère cette immunité-là, tout le monde est d'accord, le droit conventionnel aussi, Azé l'a bien expliqué. Moi, je pense qu'on ira vers la fin de son règne pour pouvoir le poursuivre. Ça va l'obliger à rester. Oui, c'est sûr, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et là, le problème qui se pose encore une fois, la crédibilité du Conseil de sécurité. Parce qu'Azé vient de dire, après plusieurs sollicitations, le Conseil de sécurité ne réagit pas. Il n'y a pas de réaction. C'est le Conseil de sécurité qui a adopté une résolution, qui a saisi le procureur. Donc, pourquoi le Conseil de sécurité n'intervient pas à ce stade pour imposer peut-être la levée de l'immunité d'Omar al-Bashir? Et la crédibilité, c'est ce qu'on voit avec ce qui se passe en Syrie actuellement, où certains États qui n'ont pas réussi à avoir une résolution vont aller bombarder au vu du droit international en violation de toutes les règles en matière de principe de souveraineté des États. Moi, j'aurais une question pour revenir un peu aux origines. Pourquoi on a prévu ce cas d'intervention du Conseil de sécurité en matière de justice pénale internationale, alors que normalement, c'est un effet interpartes, donc c'est les États partis entre eux, etc. Pourquoi en 1998 on a prévu ce cas donc de référer, que le Conseil de sécurité réfère un cas? Pourquoi? Parce que justement, on voulait pouvoir Bon, ce sont les États partis qui l'ont fait, et ils l'ont fait librement. Le pourquoi, peut-être parce qu'il y aurait aussi des situations de crime qui concerneraient des États qui ne sont pas partis au statut de Rome, mais qui sont partis au Conseil, aux membres des Nations Unies. Donc c'était pour réduire un peu l'espace d'impunité, en comptant sur l'action que... Sur les enjeux téléologiques, sur la finalité de cette disposition, on arrivera à ce que les États, dans leur esprit, voulaient que le Conseil de sécurité intervienne dans ces cas. Oui, mais il n'y a pas... Là, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que le Conseil de sécurité a fait d'ailleurs. Situation libyenne, cette situation-là. Des États qui ne sont pas partis au statut de Rome. Mais ce sont les implications dont on parle maintenant. Ce sont les implications et des questions juridiques qui peuvent se poser dans cette action-là. Il y a un principe qui s'appelle l'effet utile. Si tu donnes au Conseil de sécurité la possibilité d'émettre une résolution concernant l'affaire, après tu dis non, ça ne peut pas aller jusqu'à la levée de l'immunité, c'est-à-dire que cette disposition-là, qui permet l'intervention du Conseil de sécurité, n'a aucun effet. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Et il y en a même qui ont été présentées devant la Cour. Le problème se pose seulement avec le président qui est en exercice et avec le droit international coutumier. Donc, c'est pas vraiment ça. Il y en a qui sont poursuivis, ceux qui ne bénéficient pas de l'immunité sont poursuivis. Donc, le blocage, c'est seulement avec cette immunité-là qui est reconnue en droit international coutumier. Donc, l'action de la CPI, du Conseil de sécurité est utile et produit son acte. Mais une fois de plus, le droit entre en conflit avec le droit et c'est de chercher à trouver le juste milieu. Il y a certains États, notamment les États africains, qui ont manifesté l'envie de saisir, par exemple, la Cour internationale de justice pour qu'elle rende une décision sur cette question-là des immunités, notamment avec... jusqu'à là, c'est la Cour pénale internationale elle-même qui le fait, mais il se pourrait que ça arrive au niveau de la Cour internationale de justice.
Et ouais, ça serait intéressant aussi. On s'attend peut-être à une décision qui va mettre fin à cette querelle. Pour dépasser un peu cette question un petit peu, je pense que les cas où les États ont été sommés en quelque sorte d'intervenir par la CPI, est-ce que ça n'entache pas la crédibilité de la Cour elle-même? Donc, 8 de ces États partis à la Convention au statut de Rome ne coopèrent pas avec l'organe qu'ils ont créé. Est-ce que ça n'entache pas un peu? Bon, c'est la crédibilité. En tout cas, l'affaire Al-Bashir a entaché grandement la crédibilité de la Cour. D'abord, même au niveau du déferlement de l'affaire, de sa prise en compte par l'ancien procureur Luis Moreno Campos, oui, qui et les juristes, il y a beaucoup qui pensent que en fait, il n'y a pas tellement de base juridique, par exemple, pour dire que Omar al-Béchir a commis des crimes de génocide, par exemple. Donc, la crédibilité, elle est là, elle est entachée, et surtout par l'inaction du Conseil de sécurité. Parce que le Conseil de sécurité défère une affaire et ensuite ne fait rien pour que la Cour puisse faire son travail. Parce que c'est comme si, et comme le disait d'ailleurs Fanny Lafontaine, le professeur Fanny Lafontaine le reprend souvent, elle dit la Cour, c'est comme un géant sans bras ni jambes. Donc en fait, la Cour n'a pas de police, la Cour ne peut pas agir sans la coopération des États et du Conseil de sécurité. C'est juste un organe judiciaire. Bon, sur le plan national, on sait, il y a la justice. Ce ne sont pas les juges qui descendent au quartier pour aller arrêter les voleurs. Il y a la police qui fait aussi ce travail-là. Or, la Cour, elle, n'a pas de police. Et elle compte sur la coopération des États et des organisations internationales. Et lorsque ces États et ces organisations ne coopèrent pas, bien sans bras ni jambes, elles se retrouvent coincées et n'arrivent simplement à ne rien faire. Ouais. Et c'est cette réalité-là, dans cette affaire Bachir. Donc peut-être qu'il faudra donner à la Cour plus de moyens, plus d'outils pour qu'on arrive à prendre des décisions. Parce que lorsque tu dis par exemple, tu as mis sur le principe juridique, peut-être que l'affaire de Omar al-Béchir a été un peu précipitée. Je veux dire, dans les faits, il y a quand même eu des massacres au Darfour, c'est ça? Oui. Donc il faut dire qu'il y a quand même des crimes en fait. Ouais. Ça méritait au moins un procès. Ben voilà, c'est ça le truc. Et c'est un procès qui aurait pu nous dire effectivement s'il y a eu crime ou pas. Parce qu'il y a présomption. Enfin, on présume qu'il est innocent, c'est un principe de droit aussi. Donc il est accusé, ben, c'est vrai, il y a des charges qui restent à être confirmées et finalement à être avérées par une décision judiciaire. Et ce travail-là, c'est ce pan-là qui reste à faire avec la CPI. Voilà. Moi, j'ai une question sur l'amicus curiae. Comme c'est la première fois que la Chambre d'appel fait cet appel-là vers les organisations, vers les États, puis les professeurs, est-ce que ça changerait grand-chose là, si, par exemple, les professeurs aller juste vers ce sens-là en disant, écoute, sur la base du droit international coutumier, sur la base du droit international conventionnel, Omar al-Bashir bénéficie d'une immunité reconnue. Donc, tant qu'il est en exercice, cette immunité ne sera pas levée, donc il ne pourra pas être poursuivi par la Cour pénale internationale. Est-ce que, en parlant de la crédibilité de la Chambre en tant que telle, en faisant appel à cette amicus curiae, elle ne démontre pas qu'elle n'est pas capable de prendre une décision? Moi, je pense au contraire. Je pense que la chambre d'appel, elle est plus réaliste que la chambre préliminaire. Parce que la chambre préliminaire a rendu plusieurs décisions et plusieurs raisonnements contradictoires en disant il faut l'arrêter. Lorsqu'il arrive chez vous, arrêtez-le, État membre. La chambre d'appel fait preuve un peu de prudence et je pense qu'elle cherche à établir l'état du droit, l'état réel du droit sur la question afin de prendre sa décision. Et il se peut même qu'elle rende une décision contraire à la chambre préliminaire, à toutes ces décisions de la chambre préliminaire, peut-être en reconnaissant qu'en tant que chef d'État, les États partis ne peuvent pas l'arrêter sans qu'il y ait levé préalable des immunités.
Mais maintenant, sur la question de la crédibilité de la Cour, c'est qu'il y a deux principes qui s'opposent. Il y a d'une part la non-pertinence de la qualité officielle devant la Cour. Ça veut dire que même si tu es président de la République, on peut te poursuivre. Et il y a l'immunité en droit international coutumier et conventionnel qui empêche les États membres de coopérer avec la Cour. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Cour est un géant sans bras ni jambes et a besoin de la coopération. Ça veut dire que si Bachir se retrouve un jour devant la Cour, de quelque manière que ce soit, il sera jugé. C'est un fait, non-pertinence de la qualité officielle. Il sera jugé. Mais le problème, c'est comment l'amener à la Cour. Comment l'amener à la Cour? On a besoin de la coopération des États et des organisations internationales. Or, dans les relations entre États, il y a l'immunité qui est là. Et pour leur défense, ils disent, comme il y a encore cette immunité et qu'elle n'est pas levée, on ne peut pas participer à la coopération. Je pense que c'est quand même réaliste. Mais, comme je le dis, l'immunité n'est pas égale à l'impunité. Et il y a encore des possibilités de poursuite, changement de régime, fin du mandat, levée de l'immunité. Ce n'est pas tellement probable, mais ce sont des possibilités. Mais ce sont des possibilités qui restent ouvertes pour poursuivre. Et l'objectif de l'immunité, ce n'est pas de protéger Bachir, mais c'est de protéger le Soudan. Parce qu'un président d'un État qui se fait arrêter dans un autre pays, oui, ça risque. Et la Cour dit que ça pourrait avoir d'autres implications. Ce n'est pas pour rien que la Chambre d'appel dit que cette affaire-là peut avoir d'autres implications en dehors de l'affaire elle-même. Parce que il y a cette réalité de l'immunité qui est là. Et effectivement, ces implications-là, c'est dans les relations diplomatiques, c'est dans la relation entre États, l'égalité souveraine des États, les relations amicales entre États. Tout ça pourrait être entaché suite à un coup de force. Ouais. Dans ce cas, peut-être le conflit n'est pas entre droit et droit, mais entre droit et politique. Moi, je dirais entre droit et droit. Parce que moi, je ne parle pas politique, là. Parce que... politique, mais il y a le droit qui est là, en fait. On peut dire que le droit de l'immunité est un droit politique, on peut le dire, mais c'est quand même du droit. Du droit pour permettre l'exercice de la politique, en quelque sorte. Il y a une mêlée entre droit et politique, mais le champ du droit est clair, il peut être aussi séparé de la politique. C'est le droit qui couvre cette question des immunités. Ce que vous voulez dire, c'est que si un État parti refuse d'obtempérer à la Cour, ce n'est pas une question de droit, c'est juste parce qu'en droit, là, il est obligé. C'est que juste, cet État-là ne veut pas instaurer un précédent qu'un président en exercice soit livré à la Cour, surtout pour les États africains. Il y a une sorte de solidarité entre États qui soient pas vraiment partis d'ailleurs. Et donc c'est très politique. On pourrait le penser. On pourrait le penser, mais il a un argument juridique. Il a un argument juridique. Cet État, en refusant de le faire, a un argument juridique qu'il oppose. C'est pas... Est-ce que ce serait cet argument juridique qui lui donnera le droit, au nom de cet argument juridique, de faire tout ce qu'il veut, de continuer on me rigole, mais c'est sûr, ça que vous le dites, c'est-à-dire les États africains, les chefs d'État africains s'appuient vraiment sur ça en disant on est non poursuivable parce qu'il s'agit de l'image. Est-ce que c'est au nom de cette indépendance-là qui leur donnera le droit de faire tout ce qu'ils veulent? Non. Cette immunité ne concerne pas que les États africains. Ça concerne tous les États du monde. Et dans leurs relations, dans les relations interétatiques de manière générale, cette question-là se pose. Et d'ailleurs, la Jordanie, ce n'est pas un État africain. Donc ça montre que, c'est vrai, il a fait 7 États africains, on ne l'a pas arrêté, mais le 8e, c'est la Jordanie, ce n'est pas un État africain. Et c'est le même argument que la Jordanie oppose à la Cour. En tant que président de la République, il bénéficie de l'immunité en droit international coutumier et conventionnel. Et que si on l'arrête, on le fera en violation de nos obligations, de notre obligation en droit international. Les États sont entre leurs obligations envers l'État et leurs obligations envers effectivement. Donc c'est le droit. C'est ce conflit. Mais c'est sûr qu'il y a une balance politique. C'est le dilemme qu'on présente. Oui, je comprends.
C'est ça. Oui, oui, mais c'est sûr, c'est du droit contre droit. Ils veulent. Si la Jordanie, par exemple, arrêtait Omar al-Bashir, puis là, c'était quoi? C'est une violation du droit international coutumier, du droit international conventionnel, qui confère à al-Bashir une immunité. C'est reconnu, c'est-à-dire on ne peut pas faire fi de ça. Ça existe. L'autre côté aussi, moi je me dis, en 2000, tout le monde était content avec l'adoption du statut de Rome, de la Cour pénale internationale, que effectivement les criminels seraient poursuivis dans n'importe quel lieu où ils se trouvent, on pourrait aller les chercher. Donc on était tellement enthousiastes parce qu'on n'a pas une Cour internationale des droits de l'homme. Même si on a la Charte des Nations Unies, on a juste des cours régionales comme la Cour européenne, la Cour africaine, etc. Donc, pour criminaliser un peu tout ce qui sanctionner tous les auteurs de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, etc. La Cour, tout le monde était enthousiaste, en tout cas tous les juristes étaient très très contents, puis on pensait que ça allait régler le problème. Donc moi je pense que le fait de ne pas introduire cet élément-là, peut-être dans le corpus du statut de Rome, nous amène à ces difficultés-là. Il aurait peut-être, si on avait prévu, en obligeant par exemple les États partis à cette obligation de coopération, même si, parce que de toute façon on le voit dans les autres conventions internationales, que s'il y a par exemple un conflit, c'est le droit en tant que tel qui prime sur, tu vois, donc il fallait juste peut-être mettre ça, je ne sais pas si ça existe, hein, moi je ne suis pas spécialiste du droit international. Oui, mais le problème c'est qu'en fait ils ont prévu cette éventualité. Ils ont prévu et ils l'ont intégré dans le statut. C'est ça que je regardais tout à l'heure. L'article 98.1, ils l'ont prévu. Qu'un État tiers pourrait faire l'objet de poursuites. Ah, la compétence universelle. Non, la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, ils disent clairement que la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité. Ils devaient faire l'inverse, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais, mais c'est ça qu'ils ont prévu. Oui, c'est ça, mais ils devaient faire l'inverse, c'est-à-dire la Cour devrait obliger les États partis dans des situations comme celle de... Mais oui, mais le conflit existerait quand même. Ouais. Le conflit existerait quand même. Si le droit de la Cour primait sur... C'est sûr que c'est impossible peut-être. Mais si jamais c'était prévu dans ce corpus juridique-là comme quoi l'obligation d'arrêter et de transférer un criminel, il y a la présomption aussi de... Une précision à faire, c'est que le droit de la Cour, c'est un droit, c'est un organe conventionnel, il ne faut pas l'oublier. Inter partes. Exactement. C'est entre les parties. On peut pas, la Convention ne peut pas l'élargir à des tiers. Ça touche à un principe de droit international légal. Oui, c'est ça. Pacta sunt servanda. On cherche des solutions. C'est pour ça que je dis, c'est le Conseil de sécurité en tant qu'organe d'une organisation plus grande qui pourrait intervenir. C'est bon. Moi, dans mon esprit, c'était ça la finalité de... Oui, c'est bien ça. Mais la saisine du Conseil, parce que moi, quand je regarde les articles 14 et 15, c'est le procureur qui est compétent pour enquêter, puis il y a aussi le renvoi de l'État. Oui, il y a 3 possibilités pour envoyer une affaire à la CPI. Il y a la saisine par un État membre, il y a la saisine par le procureur, donc Popio Mutu, et il y a la saisine par le Conseil de sécurité. Oui. Et il n'y a que cette possibilité-là qui pourrait concerner des situations hors des États membres, hors territoire des États membres, oui, au statut de Rome. Une question très générale maintenant. Est-ce que la Cour pourrait participer à la démocratisation des États du nord africain? Son rôle, est-ce qu'elle peut participer à la démocratisation au respect des droits de l'homme? Moi, je dirais, mais pourquoi... Au Soudan, ce n'est pas clair. Non, mais pas de démocratisation, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu entends par démocratisation? Je veux dire, le respect des droits de l'homme, l'arrêt des crimes, etc., le respect des minorités. Bon, la démocratisation. Je pose la question, ça m'intéresse que tu poses. En fait, il focus, moi je le comprends parfaitement parce que c'est justement, malheureusement, peut-être que beaucoup d'Africains, je dirais pas l'africanisme, tout le monde ne serait pas content de l'entendre, mais c'est un fait. C'est justement en Afrique qu'il y a le plus de crimes de masse.
massacre, je ne sais pas comment dire ça, de tragédie en fait, politique. Donc, sa question est de savoir que est-ce que justement les institutions internationales comme la Cour, je sais que là j'ai touché. Non, mais je pourrais vous donner des exemples là. Ce qui se passe en Libye, c'est pas la faute aux Libyens, c'est pas la faute aux Africains. Mais ça, c'est votre question. C'est Non, ça. c'est la même question. On parle de tragédie, on parle de crimes contre l'humanité, on parle de crimes contre C'est juste des ça. crimes Bon, de guerre. oui, Voilà, en Russie, ailleurs, en Ukraine, un peu partout dans le monde, en Asie, les Rohingyas, bon. Bon, il y en a partout, hein, les situations de crise humanitaire, de mort. Il n'y a pas qu'en Afrique. Non, Maintenant, sur la question de la démocratisation, la CPI est un organe judiciaire. Son travail, c'est de poursuivre et juger les criminels, ceux qui commettent les crimes qui rentrent dans sa compétence matérielle. C'est ça son travail. C'est vrai qu'on parle aussi de l'effet dissuasif de la Cour. Ça veut dire qu'en faisant ça, peut-être ça amènerait des gens qui ont l'intention de commettre des crimes à ne pas le faire. Ils vont dire, ah, il y a la Cour. Mais cet effet dissuasif, de manière empirique, est difficilement mesurable. Mais certains pensent que la Cour aurait un effet dissuasif qui participerait notamment au respect des droits de l'homme, à l'arrêt des massacres, peut-être aussi à la démocratisation. Mais comme je l'ai dit, mesurable, non. Difficile notamment à mesurer. Et j'ai un collègue d'ailleurs qui travaille sur cette question. Peut-être les résultats de ces recherches pourraient nous dire mieux sur l'effet dissuasif de la Cour pénale internationale. Ou peut-être passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'émettre des sanctions contre les États qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et même là dans le Conseil de sécurité, on sait que les blocs sont clairement identifiés. On a la Russie et la Chine d'une part, et on a le bloc des pays dits démocratiques d'autre part. Et qui sont les pays démocratiques? Ça, j'ai dit pays dits démocratiques, justement. Donc, c'est ça. Donc, c'est peut-être certain. Il faudrait revoir le système des Nations Unies. Ok, oui. Oui, Ricardo Colima, je suis conseiller d'étudiant. Je suis sur le conseil d'administration de l'Association canadienne des Nations Unies au Québec. Et j'ai l'impression que le conseil de sécurité, c'est volontaire. Ils ont fait ça comme ça pour justement peut-être poursuivre des anciens chefs d'État ou des gouvernements qui se sont effondrés ou des criminels ensuite, sans toucher aux gens qui sont en exercice de pouvoir. C'est l'impression que ça me donne comme parce que qui est sur le conseil de sécurité aussi. Donc, d'après moi, c'est pour se donner une belle image, une bonne intention, qui est sincère, je crois, en protégeant les gens en exercice de pouvoir et puis se protéger en exercice de pouvoir, ça devient droit contre droit, là, donc on est dans une situation inextricable. Je pense que l'impression que ça me donne, c'est que c'est volontaire. J'ai pas l'impression qu'ils n'ont pas de pensée. Mais ils sont vraiment pas. Oui, léger. Non, j'ai une question juste. Je sais que j'ai pensé, là, c'est pas normal. C'est le problème au niveau de la compétence de la CPI, c'est plutôt comment poursuivre les criminels dont les États ne sont pas États partis au statut de Rome. C'est ça, que les chefs d'État soient en exercice ou non d'ailleurs. C'est le problème qui se pose. Comment la Cour pénale peut étendre sa compétence sur les individus, les criminels dont les États ne sont pas États partis au statut de Rome. Comme les États-Unis. Oui. Comme les États-Unis, comme la Chine, comme tous les autres États, comme Israël, comme tous les autres États qui n'ont pas ratifié la Convention. Oui, mais la possibilité qui est prévue, c'est une saisine à travers le Conseil de sécurité pour les États qui ne sont pas partis au statut de Rome. Comment le Conseil de Et c'est le cas du Soudan, le Conseil de sécurité, par une résolution, a saisi la Cour pour déférer la situation du Darfour, alors que le Soudan n'est pas parti au statut de Rome. Donc c'est cette possibilité qui est prévue pour poursuivre dans des situations des États non membres.
oui, c'est dans le cas du Soudan, par exemple, je ne sais pas, les gens vont faire pour aller massacrer étant tout seul. C'est l'appareil d'État qui est utilisé pour pouvoir avoir une campagne de la CPI et là, j'ai ma petite question parce que punir les États, ça vous fait dire que vous pouvez pousser des acteurs pour ceux qui n'ont rien à voir, et autres, comme vous ne voulez pas de cela, ils vont voir des individus. Et maintenant, ils savent que deux individus américains qui posent des actes dans le pays, dans la CPI, ou pas dans la CPI. Vous n'avez pas le sentiment qu'en fait, c'est un géant qui n'a pas de qui n'a pas de mais cela, c'est. Moi, de mon point de vue, c'est une coquille vide. Je veux dire, c'est un outil qu'on a créé pour les rapports de force. Qu'est-ce qu'on fera quand ça s'agit des intérêts? Et ça, on ne peut pas faire plus de cela que par exemple, ce que les États sont en partie. Parce que ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, les résolutions qui ne sont pas adoptées parce qu'il y a des décrets qui passent par là. Avec toute la bonne volonté du monde, vous pensez que ce président général américain qui a balancé la plus grande du monde à l'Afghanistan pour Ok, ben, merci Léger. Mais, sur les crimes d'État, ben, y a la CIJ qui s'en occupe. Enfin, disons, les faits internationalement illicites commis par les États. Il y a la CIJ qui s'occupe de ça. Il y a des condamnations. Parfois, c'est résolu amicalement. Enfin, il y a plusieurs mécanismes pour résoudre entre guillemets, les crimes d'État. Maintenant, l'objectif du droit international pénal, c'est de dire que l'État ne commet pas de crimes. Ce sont des individus qui commettent des crimes. En matière pénale, on ne vise pas une personne morale, on vise une personne physique. Donc, même si le président de la République, ministre de la Défense, ou quoi que ce soit, s'il agit en commettant des crimes, génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, en tant qu'individu, il doit être poursuivi et subir une peine. Ce n'est pas l'État qu'on vise. Et le principe de la responsabilité pénale individuelle date de Nuremberg. Ce n'est pas seulement, c'est pas une création de la Cour pénale internationale. Il y a eu Nuremberg, il y a Nuremberg et Tokyo. Ensuite, les TPI, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Donc, Rwanda, Yougoslavie. On a déjà individualisé la responsabilité pénale. C'est vrai que ce sont des crimes de masse. Ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs et il y a aussi plusieurs victimes. Mais l'objectif visé, c'est de condamner des individus nommément, donc clairement identifiés. Et c'est ça l'objectif du droit international pénal. Donc, ne pas dire crime d'État. Crime d'État, on est passé de dire crime d'État parce que les guerres mondiales, on a souvent condamné les États, les guerres mondiales. On a dit, bon, ce sont les États. La Première Guerre mondiale, on a condamné l'Allemagne et tout, machin. Mais au final, on a dit, ce ne sont pas que les États, ce sont des individus qui utilisent en fait l'instrument d'État pour commettre des crimes de masse et donc qu'on doit les viser individuellement, d'où est né le principe de la responsabilité individuelle en droit international pénal. Et la Cour n'a fait que hériter de ces principes de responsabilité individuelle et non étatique. Bon, là, on voit un peu au-delà de sujet en question. C'est pertinent et on peut avoir un avis dessus. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la sélectivité, elle est rattachée à l'institution elle-même. Et il y a sélectivité pratiquement à tous les niveaux. Donc, même sur le plan national, par exemple, si un État africain, d'ailleurs plusieurs l'ont fait, lorsqu'il défère une situation à la CPI, ça vise les opposants, ça vise les autres, les groupes armés et tout, mais pas leurs propres forces militaires. Enfin, États qui sont au pouvoir, ils sont protégés. La sélectivité, c'est aussi, peut-être aussi entre les pays, peut-être la CPI parfois choisit de s'intéresser à des situations où elle pense qu'elle peut faire quelque chose,
en prenant en compte également les rapports de force, en ne visant pas certains, mais c'est une autre question, et beaucoup ont écrit dessus. Les avis divergent dessus. Certains pensent que c'est même le tribunal des Blancs contre les Noirs. Ça aussi, c'est une autre vision des choses. Parfois, on a même dépassé ça. D'autres disent c'est une juridiction politique, plein de choses. Mais moi, je pense que la CPI, c'est une juridiction, c'est une instance judiciaire. Et ce n'est pas parce qu'on ne condamne pas A qu'on ne condamnerait pas B. Ça veut dire que pour deux criminels, ce n'est pas parce qu'on n'a pas poursuivi l'autre qu'on doit aussi laisser l'autre impuni. Donc on peut commencer par l'un. Même si les rapports de force jouent toujours, on commence par l'un en espérant que l'autre également sera un jour poursuivi. Donc je pense que la justice pénale internationale a son rôle, a son importance, malgré ces décalages, malgré parfois, on dira peut-être, impartialité, et qu'on peut aussi observer sur le plan national, dans les justices nationales aussi, ça ne touche pas tout le monde. Le rapport de force existe toujours, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bannir la justice. Commençons par poursuivre A, et puis un jour on arrivera à B. Ouais. Oui, ouais, tu as raison. Mais c'était un choix. C'était un choix. Il n'y a pas de contumace devant la CPI. Pour être jugé, il faut être présent. Donc, pour le cas de Albéché, par exemple, on dit l'individu est en fuite et que la CPI ne peut pas engager un jugement sans qu'il ne soit présent. Donc, ceux qui ont établi la Cour pénale internationale ont fait le choix d'écarter le jugement par contumace qui existe devant d'autres mécanismes de juridiction, tels que le TSL, le tribunal spécial pour le Liban. Il peut juger par contumace, par exemple en l'absence des accusés, mais ce n'est pas le cas devant la CPI. Peut-être qu'il faudrait regarder cette approche-là que les juristes pourraient peut-être, je ne sais pas, peut-être creuser là. Si, ouais. Je pense qu'il y a eu emprunt de deux systèmes juridiques différents. Le jugement in absentia, donc par contumace, il existe, je pense, dans le droit français, dans le cadre romano-germanique, civiliste, c'est ça? Oui. Alors qu'il n'existe pas en anglo-saxon. Et on a pris cette technique de droit anglo-saxon, on n'a pas de jugement. C'est vrai que la CPI a été largement influencée par le common law plutôt que par le droit romano-germanique. Même si dans certains aspects, on a quand même encore, on a pris dans le droit romano-germanique. Moi, j'aimerais juste revenir sur la question de Léger, sur la crédibilité de la Cour. Le fait de choisir A et de laisser B, ça entache la crédibilité de la Cour. On a vu au début de la présentation, la vidéo, monsieur Clément. Oui, Clément. Oui, Clément Capochichi. Oui, c'est ça qui expliquait que c'est juste de la politique. De toute façon, les États qui ont ratifié, comme le Sénégal, le premier pays à avoir ratifié le statut de Rome, il n'a rien à dire. Du moment que, en tant qu'État, vous vous engagez, vous ratifiez un traité international, vous avez des obligations sur la base de l'article 26, le pacte sous-servandal de la Convention de 1969 sur le droit des traités. Donc, vous êtes libre. Les États-Unis ont choisi de ne pas ratifier. La Chine a décidé de ne pas ratifier. Donc, c'est sur la base d'un principe de leur souveraineté. Du moment que vous avez ratifié, donc moi, toutes ces discussions autour, non, la Cour pénale est impartiale, vous avez ratifié. Donc là, vous aviez des juristes, il fallait juste voir si effectivement ratifier ou pas ratifier. Donc ça, je dégage cet argument-là d'un revers de la main. Par contre, ici, en tout cas au Canada, quand tu regardes un peu l'évolution de la position des juges, c'est très important, le public, la perception du public, la confiance du public au système judiciaire, c'est très important au Canada. Moi, je pense que la Cour pénale y gagnerait en allant chercher les criminels qui rentrent dans sa compétence, comme George Bush, comme Nicolas Sarkozy, comme tant d'autres
je peux continuer, mais ça n'engage que moi. Moi, je considère qu'il rentre effectivement dans la définition, dans la compétence matérielle, crime contre l'humanité, crime de guerre, etc., pour avoir déstabilisé l'Irak, pour avoir déstabilisé la Libye, etc., l'Irak, etc. Mais déstabiliser un pays, je pense, ce n'est pas un des crimes qui relève de la compétence. C'est pas déstabiliser, c'est Bon, pas juste de déstabiliser. Quand on parle de crimes contre l'humanité, ce qu'on voit en Libye, c'est des crimes contre l'humanité. C'est pas de déstabiliser juste, c'est pas l'effet, c'est quelles sont les conséquences de cet effet-là, de cet acte-là. Comment tu peux établir un lien direct juridique pertinent entre les bombardements ordonnés par Sarkozy qui ont visé les forces de Kadhafi et la situation actuelle qui dure depuis 4 ou 5 ans? À mon avis, juridiquement, politiquement, le lien est peut-être clair, mais juridiquement, là, dans l'esprit de la Cour, ce ne sera pas évident. Pourquoi? Parce que la Cour a dit que c'est des factions libyennes qui se font la guerre, etc. Mais les factions libyennes ont surgi de nulle part. La guerre civile. On étudie les faits, à partir des faits, on analyse, on essaie de rentrer ces faits-là dans chercher la règle juridique applicable. Bon, c'est approuvé. Ce ne sont pas des ordres des autorités extérieures, ce sont eux les responsables. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de la Libye pour établir des compétences. Bon, c'est approuvé, hein, c'est approuvé, tout ça. Oui, c'est approuvé. Je pense que de prime abord, c'est difficile à prouver, mais c'est approuvé. Et puis, pour que la Cour exerce sa juridiction, la Libye n'étant pas étant partie au statut de Rome, et qu'il faut que le Conseil de sécurité saisisse. Et c'est peut-être aussi les individus que vous citez font partie des États qui sont permanents au Conseil de sécurité. Et donc, parfois, il y a de blocages. Mais d'abord, mais sur le plan juridique aussi, c'est approuvé pour les crimes. Là, moi, je le pense. C'est vrai qu'on le dit souvent, voilà, telle situation, il a commis tel crime et machin. Mais juridiquement, pour nous les juristes, c'est approuvé, ça prend l'élément matériel et tout, et il faut rattacher ça à la personne. Le procès politique, il est facile. Non, mais je ne parle pas de procès politique, je parle de procès juridique. C'est-à-dire, on a des faits. Le lien de cause à effet, ce lien de causalité-là, on peut le démontrer, il faut juste que les gens y travaillent. Ouais, c'est ça. On a le droit international, on est capable d'aller voir quels sont les faits, ça remonte de quand, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est à l'origine, quelles sont les conséquences juridiques. On a des populations là, on a des crimes contre l'humanité, que ce soit en Irak ou ailleurs. On ne peut pas faire fi de toute façon des questions politiques parce que tout est mêlé. Mais en tant que juriste, là, si on veut traiter la question dans une perspective juste juridique, on va aller chercher des éléments pour démontrer effectivement que ces bombardements ont eu des effets. On tue, on voit, on a vu là, à plusieurs reprises des bombardements qui tuaient des civils. On peut dire qu'on est dans le cadre d'un conflit international où il y a eu des erreurs, parce que l'erreur est... On peut rentrer dans le cadre du droit international humanitaire pour aller justifier un peu tout ça. Mais on a des éléments... Il y a Gelbay qui a demandé la parole. Oui. Je m'excuse parce que je suis arrivé à l'état. Si la question est abordée, tu auras juste à dire c'est abordé. Gelbay Gassanger, doctorant en relations internationales. En fait, si je me fie à l'affiche, c'est que tu évoques le cas de la Jordanie, mais Béchir était également en Afrique du Sud et également Jacob Zuma a refusé de rendre à la sécurité. Mais je pense qu'il y a une situation de la solidarité des États. Sachant que sa tête était mise à prix, je suis sûr qu'il a négocié ces conditions-là avant de se rendre. Et je ne sais pas si en termes de droit, la solidarité des droits des États vient avant les conventions internationales, ou les conventions internationales viennent avant la solidarité des États, où il y a, comment dire, où les lois qu'on édicte dans le cadre du droit international, elles sont rétroactives. C'est ce que j'aimerais dire. Ouais, ben, en plus de la solidarité qui serait peut-être politique, il y a aussi des arguments juridiques, que ce soit pour l'Afrique du Sud, il y a eu aussi la RDC, il y a eu aussi le Tchad. Bachir va plusieurs fois au Tchad. Il y a même 2 condamnations de la Cour qui reprochent au Tchad de ne l'avoir pas arrêté, de le remettre à la CPI. Donc en dehors de la solidarité, qui effectivement pourrait exister entre chefs d'État, il y a des arguments juridiques, il y a le droit international coutumier et conventionnel qui protège un chef d'État en exercice. Donc il lui accorde une immunité de juridiction dans les États étrangers. Donc un président de la République qui se rend dans un autre État ne peut pas se voir soumis
à l'exercice de l'autorité de cet État qui l'accueille. Donc, c'est un peu ça le principe, qui aussi, oui, la base, ça peut être aussi cette solidarité. Pourquoi vous voulez évoquer l'immunité? Parce qu'en ratifiant certainement un accord international, l'État, je pense, fait cession de ce droit, renonce à son humanité. Or, le cas, c'est que le Soudan n'a pas ratifié le statut de Rome. Et donc, le Soudan n'a pas renoncé à son immunité devant la Cour pénale internationale. Mais l'État qui l'accueille. Oui, l'État qui l'accueille a l'obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale pour arrêter les criminels poursuivis par la Cour sur son territoire. Mais il le fait également en accord avec le droit international coutumier et conventionnel, qui accorde, pour le cas d'un chef d'État, une immunité. Donc si c'était un tiers qui s'était rendu là-bas, il aurait été arrêté par l'Afrique du Sud ou bien ça peut être la Jordanie et autres, il aurait pu l'arrêter. Mais comme c'est un chef d'État, il a une protection qu'on appelle immunité, qui ne permet pas à un autre État d'exercer son autorité sur lui. Et donc c'est là toute la question qui se pose un peu à la non-pertinence de la qualité officielle devant la Cour pénale internationale et à l'immunité qui est reconnue devant les juridictions nationales dans les États tiers. Combien d'États n'ont pas ratifié jusqu'à aujourd'hui? Il y a 123 États qui ont ratifié. Donc si on considère qu'il y a 195 ou 94 États, le reste n'a pas ratifié, mais 123 sont États partis au statut. 70, c'est ça, même 80 Oui, c'est ça, environ. Qui ont bénéficié de cette Oui, qui ont choisi. C'est un continent d'immunité. Ils ont choisi, oui. C'est ça. Oui. Mais seulement pour les chefs d'État et aux fonctionnaires. Pour le reste, il n'y a pas de... Oui. L'immunité concerne juste les chefs d'État. Pardon? Oui. Il y a deux types. Oui, c'est une possibilité. Donc si Al-Bashir pouvait se défaire de ses fonctions d'une manière ou d'une autre, d'un point de vue national, dans ces cas-là, il pourrait être limité pour la vie. Oui, on n'aura pas besoin de lever l'immunité. Devant la CPI, on n'a pas besoin de lever l'immunité en fait. Dès qu'un individu se trouve devant la CPI, qu'il soit président en exercice ou ancien président en exercice, il est automatiquement jugé. Donc quand Bachir va cesser ses fonctions, il est possible qu'on l'amène à la CPI. Mais même étant en fonction, si un État ose l'arrêter et l'amener à la CPI va le juger quand même. Maintenant, toutes les autres questions de droit, ça va se poser ailleurs. Mais la CPI va le juger quand même. Est-ce que tu peux expliquer juste, si demain, par exemple, il n'est plus président, donc il n'a plus besoin de son immunité, le Soudan n'est pas État parti au statut de Rome, avec quel mécanisme juridique il pourra être interpellé et puis reconduit devant la Cour pénale? Pour être interpellé? Oui. Déjà, la résolution appelle à la coopération des États et des organisations internationales, et en premier lieu du Soudan même. Ça veut dire que le nouveau gouvernement soudanais peut l'arrêter et l'envoyer à la Cour. Ou bien un autre État parti à la Cour, ou bien même pas parti, mais parti, membre des Nations Unies, pourrait également le faire. Donc la première chose que fera son successeur, c'est de le livrer. C'est plus facile. C'est plus facile quand il y a changement de régime, on livre rapidement. Ouais, c'est ça. Il faut juste attendre le temps qu'il parte, quoi. Oui, c'est pour ça que je disais que l'immunité n'est pas égale à impunité. C'est juste une coquille provisoire, oui, temporaire, qui protège parce qu'il est président en fonction, en exercice. Donc il y a l'immunité fonctionnelle, qu'on dit permanente, mais qui ne tient pas devant la CPI. Et il y a l'immunité surtout personnelle, donc rationnée personnelle, qui fait que de son statut de président de la République, il ne peut être touché jusqu'à ce que cesse sa fonction, ou bien jusqu'à ce qu'il soit remis. Et cela ne compte que pour les autres États, mais pas pour la CPI. Ouais. Bien, je crois qu'on est rendu à 13h. Non, plus pas de questions. Bien, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Merci. Je peux dire, c'est une préparation qui a été très rapide. Je lui ai proposé ça fait même pas 3 semaines. Donc, il maîtrise tellement bien son sujet. Puis, voilà, on est très content d'avoir des étudiants, des membres chercheurs, etc. J'ai fait circuler la liste de présence si vous êtes intéressé à adhérer au Centre de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient.
toutes les recherches sur l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est un centre de recherche interdisciplinaire dont le siège est ici au 5e étage. Donc, vous pouvez nous écrire. De toute façon, je peux vous ajouter sur notre liste de diffusion. Donc, vous allez recevoir toutes nos conférences, toutes nos activités. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci. Merci.